Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Double Slash. Aujourd'hui, épisode où on va parler de e-commerce. Comme d'habitude, on est avec Patrick. Salut Patrick. Salut à tous. Et on a la chance d'accueillir Aurélien qui, lui, en fait, a plus une expertise de e-commerce. Bonjour Aurélien. Bonjour. À la limite, juste avant de commencer, de discuter directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être vite te présenter sommairement et pour après un peu Ouais, bien sûr. t'introduire et savoir un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Ouais, pas de souci. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille exclusivement sur du e-commerce en tant que développeur. Mon parcours classique, je suis allé chez un e-commerçant en direct, ça m'a plu. Après, j'ai passé quelques années en SS2I. Du coup, ça m'a plu, mais un peu moins pour des raisons que Ouais. tous les développeurs connaissent. Et du coup, je me suis dit, je vais lancer ma boîte et essayer de faire un peu mieux que les autres font. Et du coup, ça, c'était il y a 3 ans. Et depuis, je fais des sites sous Magento. Ok. Cool. Et aujourd'hui, t'es tout seul ou t'as une équipe avec toi? Non, les Magento, c'est des projets de taille relativement importante et du coup, là, aujourd'hui, j'ai 4 salariés. Et Ok. ça grossit assez vite. On devrait arriver à une dizaine d'ici 1 ou 2 ans. Ok. Super. Super, excellent. Et donc du coup, en fait, vu, on va dire, tout l'historique que tu as vu en fait un peu toute l'évolution l'évolution des plateformes aujourd'hui, pourquoi tu t'es mis directement sur... Enfin, pourquoi aujourd'hui tu es sur Magento? Bon, en fait, c'est vraiment l'évolution des plateformes. Avant, il y avait que OS Commerce il y a 10 ans. Et après, Magento, c'était la première grosse plateforme. En fait, l'avantage de Magento par rapport aux autres, c'est que c'est open source. Et du coup, c'est assez accessible. N'importe qui peut facilement trouver des exemples de code, s'y mettre. T'es pas obligé de payer une formation chez l'éditeur pour arriver à toucher du code. Et c'est des grands comptes. Et du coup, ça permet d'avoir des sites qui ont du budget. Du coup, tu peux passer pas mal de temps en avant-vente. C'est pas comme quand tu fais du WooCommerce et si tu dois vendre ton site à 3 ou 5 000 euros, faut dépoter. Là, tu peux vraiment te poser, faire les choses bien. Et ça reste dans des budgets accessibles. C'est pas dans les grands comptes où là, c'est vraiment du code clos. Et là, c'est un peu une secte pour rentrer dedans. Ça reste relativement accessible. Je sais pas si tu as le droit de dire un peu les clients que tu as. Si tu as des gros clients. Ouais, non, oui et non. Le plus Ah, simple, c'est d'aller sur le site de ma boîte, c'est du Mao. Après, les clients d'aujourd'hui, c'est plus ça va, plus c'est des grands comptes, mais en gros, on prend des projets de 60 à 200-300 jours. Et le projet pour lequel on est en ce moment, c'est surtout des holdings, en fait. Personne connaît les noms, mais d'accord. c'est, on commence à C'est rentrer des enfin, gros comptes, quoi. En fait, c'est que des, pour le moment, j'ai que des marchés de niche. J'ai pas de, j'ai des, en avant-vente, là, j'ai des clients que tout le monde connaîtrait. Mais par exemple, dans mes expériences passées, j'ai bossé pour Hermès, pour le groupe Hammersport, donc Salomon, Wilson, Sunto. Mm. J'ai Panini, des trucs comme ça. Là, j'ai travaillé pour pas mal de grands comptes, mais dans ma boîte, c'est un peu plus confidentiel, on va dire. C'est vraiment dans des marchés de niche. Après, Ok. dans mes clients, t'as Cosma, parfumerie, et là, du coup, c'est un peu comme Nocibé, mais en pure player. J'ai pas mal dans les compléments alimentaires. Là, il y a un site, par exemple, Tandem Santé. C'est un peu de tout. Je suis du B2B, la Ediliance. Si vous avez une maison, vous connaissez, vous avez sûrement une tuile là, qui vient de chez eux. Mhm. C'est assez varié. En Ok. gros, ça peut passer d'un sujet classique, vendre des sacs à main, à faire du B2B avec des synchronisations RP. C'est assez global. Ok. Bon, bah, Et en fait, le choix de Magento, en fait, il a été orienté parce que grand compte, parce que open source, parce que contrôle absolu sur tout. Parce qu'en fait, c'est un peu un malentendu. Je suis tombé dedans entre guillemets quand j'étais petit et j'ai continué. À côté de ça, j'ai fait pas Ok. mal de WooCommerce. En fait,
C'est plus que, vu que les budgets sont plus intéressants, enfin, plus importants, c'est pas du tout les mêmes clients que tu as derrière. Et du coup, tu Ok. travailles avec plus de monde. Enfin, moi, j'ai vraiment une boîte de dev. Je travaille avec des boîtes qui font de la gestion de projet, du design. Et du coup, tu peux vraiment avoir, chacun amène son expertise et tu sors de l'image agence 360. C'est plus Ok. spécialisé. Exactement. Et en fait, est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, la taille et le scope du projet, en fait, va un peu définir sur quelle plateforme tu vas? Oui, bien sûr. En fait, tous les CMS ont leurs points forts et leurs points faibles. Après, ça dépend vraiment du budget que tu as et de tes besoins. Si t'es le boulanger du coin, enfin, que t'as pas trop de sous à mettre là-dedans, tu peux mettre du Shopify. Ça sera très bien. Ça sera adapté à ton budget. Par contre, si t'es pas le boulanger du coin, mais que t'es chevalier et que t'as X centaines de boutiques, là, par contre, le Shopify pourra pas te servir. Tu n'arriveras pas à faire un Ouais, site qui correspond à tes besoins. Et c'est là où les solutions comme Magento vont avoir tout leur sens. Magento, ok. tu le connectes à ton ERP, enfin tous tes logiciels de gestion, tes CRM, avec ton Shopify. Pour faire ça, c'est plus complexe et c'est pas fait pour en fait. C'est pas du tout Ouais, le même ouais, besoin. tu vas, ok, au niveau interface, tu vas peut-être pouvoir jouer avec des API, mais ça va être une API qui va rappeler une API, et tu vas mettre plein de connecteurs et plein de bridges au milieu, et c'est pas out of the box, quoi. Alors que Magento a déjà un système de plugins, tout ça, qui permet de plugger sur des grosses solutions déjà en place, plutôt grand compte, quoi. Ouais. En fait, sur Shopify, tu peux faire tout ce que tu peux faire sur Magento, mais au final, ça revient au même prix et c'est de la bidouille. C'est pas fait pour. Et, enfin, ils Ok. ont sorti la version premium, la version plus, où là, c'est plus adapté au grand compte, mais ça marche si tu veux vendre des t-shirts. Si tu veux se faire un parcours de B2B 100% sans custom, ça sera pas forcément adapté à ton cas. Vous avez déjà commencé le premier sujet, en fait. Donc, Exactement. l'histoire, c'était de faire un peu, bah, justement, parce que toi, tu es un spécialiste donc du e-commerce, tu as quand même pas mal de background. Et l'idée du premier sujet, c'était de faire un tour des plateformes en fait, classiques, type Magento, PrestaShop, tout ça. Et bon, bah, Magento, du coup, toi, tu la connais très très bien. Oui, Donc, oui. je sais pas si tu peux nous dire les inconvénients, les Bon, avantages. Bon, les avantages, tu nous as dit un petit peu, gros compte, etc., hyper, je sais pas, customisable. ouais. En gros, le Magento, ce qui est les points forts, en gros, c'est customisable. Enfin, le panel de fonctionnalités est énorme. C'est quand tu lances un projet Magento, tu supprimes des fonctionnalités, c'est pas t'en ajoutes en général. Le Ouais, premier truc que c'est tu vrai fais, que c'est que t'enlèves la moitié du corps. ouais, c'est ce que j'entends souvent, c'est que Magento, enfin, Magento a beaucoup de fonctionnalités d'origine, et peut-être même trop, et c'est pas un des reproches peut-être au niveau de Magento, où c'est un Ouais, petit tu peux peu dire que c'est complexe. une usine à gaz, hein, y a pas de souci. Ouais, voilà, ouais, Euh, c'est tu- ça, ouais. c'est vrai, avec Magento, tu peux tout faire en fait. Et du coup, vu que tu peux tout faire, bah forcément, c'est pas, enfin, ça en fait trop par rapport à tes besoins, parce que aucun commerçant n'a besoin de tout le périmètre des fonctionnalités de Magento. Et c'est pour ça qu'il y a pas Mm. mal de commerçants qui se plaignent que c'est lent, parce qu'en fait, ils ont des fonctionnalités hyper avancées, mais qu'ils n'utiliseront jamais et qui n'ont jamais été désactivées. Et en gros, du coup, c'est ça le vrai inconvénient de Magento, c'est que ça demande vraiment d'une expertise sur la plateforme. Et depuis D'accord. 5 ans, en fait, il y a une nouvelle version de Magento qui est sortie, et là, c'est bien plus professionnel, en fait. Ça ressemble plus à du dev Java, tu compiles ton code, tu fais plus, c'est plus un travail de webmaster, un webmaster peut Mm. pas faire du Magento 2, tandis qu'il pouvait faire du Magento 1, là, en bidouillant un petit peu. Ouais. Et du coup, l'inconvénient, c'est que tu as besoin d'une équipe. C'est un freelance Magento 2, il va pas pouvoir tout faire de A à Z. Moi, par exemple, j'ai un gros background de back et je Mm. peux te faire des API, des grilles dans le back office. Mais par contre, tu me dis de modifier le checkout, je suis en PLS parce que c'est du JavaScript, D'accord. c'est du knockout, c'est un peu comme React ou JS, mais et plus vieux, on va dire. Ouais, ouais, Et c'est ça, ouais. enfin, c'est ça, j'ai clairement pas de compétences. Et pareil dans l'inté-front, t'as des notions qui sont super complexes. Du coup, ça Mm. demande pas mal de formation, soit côté développeur, aussi côté utilisateur. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, la plupart des comptes,
ils sont déçus de Magento, c'est qu'en fait, ils sont pas formés et du coup, ça se passe Ouais, mal. ouais, c'est vrai que, enfin, pour avoir mis un peu les mains dedans, c'est très, très verbeux. Ouais, comme quand tu parles de Java, c'est un peu ça, quoi. C'est très verbeux, il y a beaucoup de fichiers à rajouter dès que tu veux rajouter une fonctionnalité. Enfin, et puis, ouais, comme tu dis, le JavaScript, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça met un petit peu de temps aussi à updater un petit peu les technos utilisés, quoi. Ils ont mis du temps pour. Ouais, Knockout, enfin, je sais pas, c'est peut-être les seuls à l'utiliser aujourd'hui, je sais pas, mais. Oui, oui, Ouais. je crois que c'est sorti en 2015 en bêta, mais ça a dû mourir en 2018 le projet. En gros, Ouais. c'était, en fait, Knockout c'est sorti en même temps que React, et du coup, Hmm. bah, ils ont arbitré là dans l'équipe architecte et ils ont pas fait le bon choix. Et du coup, aujourd'hui, ils le paient un peu. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, ils ont déprécié tout le front Magento qu'il y a aujourd'hui pour tout Hmm. passer sur du React là en DWA. Du Ah coup, oui, c'est un ouais. peu plus moderne, ça enlève pas mal de problèmes en fait. Le front, Ça t'en rajoute aussi. tu parles du front. Le front, ils conseillent en gros, ils conseillent d'utiliser en headless et de faire du PWA devant, c'est ça, en gros. En fait, tu as un thème qui est intégré maintenant dans Magento. Ouais. Je connais pas très bien, moi j'utilise une autre solution parce que c'est encore en bêta. Mais en gros, le Mhm. thème de base maintenant, c'est du JavaScript et c'est plus comme avant. D'accord. Ok. Ah, donc du coup, en fait, on arrive sur des trucs un peu où vraiment le côté, enfin ouais, c'est limite du headless où ça vient vraiment segmenter le front et le back, c'est ça? Ouais, ça, j'avais mis un lien pour en parler un peu plus tard, il me semble. Ouais, ouais, parce on parlera du headless un petit peu après, ouais. Ouais. Ok, bon, Magento, ouais, donc grosse machine, hyper customisable, juste beaucoup de compétences pour pouvoir coder dessus et l'utiliser, quoi, en gros, quoi. Ouais. Et du coup, des sous, du coup, c'est ce qui bloque Ouais, du en coup, des gros général. budgets, ouais. Ouais, des gros budgets. Ok. Hmm. PrestaShop, Après, tu connais? la Ouais, notion vas-y, finis. Ouais. de gros budget, tout est relatif. Hmm. Pour certaines personnes, 10 000 euros c'est beaucoup, pour d'autres 100 000 c'est beaucoup, et d'autres c'est 1 million. Ouais, Et ça dépend de la boîte, Magento ouais. c'est plus dans la tranche entre 80 et 300 000. Du coup, ce qui Ouais, ouais. est pour moi énormément d'argent, mais pour ça dépend qui, ça va. C'est moins cher que Ouais, faire après, du Librix. ça dépend le volume de vente que tu as derrière, de toute façon, après. C'est... Oui, oui, bien sûr. Ouais. Après PrestaShop, je connais moins, j'en ai fait un petit peu. Alors Mais... le truc bien de PrestaShop, c'est que c'est français, et Hmm. le truc moins bien de PrestaShop, c'est utilisé à peu près qu'en France. Et du coup, c'est ça le plus Ok. gros problème, c'est vrai, tu connais, enfin, déjà dans les grands comptes, t'as personne qui utilise PrestaShop. Là, t'as un projet qui est sorti pour Carrefour il y a pas longtemps, mais avant Ouais. c'est un peu insignifiant. Et du coup, c'est dommage parce que en gros, bah, Bah, la tendance aujourd'hui, c'est un peu à faire de l'offshore, et trouver un développeur PrestaShop en Inde, c'est pas pareil que toi, un développeur WordPress ou Magento. ah ouais. C'est un peu plus dur. Ouais, Après, dans les avantages, en fait, c'est que ça coûte pas cher. En fait, c'est un peu comme, c'est plus dans la tranche 7, 15 000 euros. Hmm. Et ça te permet, en fait, ce qui est bien, c'est que un webmaster peut faire tout de A à Z. À tout, il va Hmm. pas faire une connexion avec un ERP, mais il peut faire un site qui est beau et relativement facilement. En gros, Hmm. quand tu as quelqu'un dans ta boîte qui bidouille un peu partout, c'est une très bonne solution. Après, les problèmes, bah, c'est les mises à jour, c'est comme un peu Ouais. partout. C'est, Bah, tout va bien jusqu'au jour où tu fais une mise à jour, et vu que la mise à jour, tu es obligé de la faire tous les mois, ça se passe pas très bien. Ouais, PrestaShop, ils ont eu. Bah, après, pour avoir suivi un petit peu comment dire, c'est un peu une série, quoi. Il y avait la version 1.6 qui marchait, qui était assez stable, en fait, qui marchait plutôt bien. Moi, PrestaShop, je l'ai un peu utilisé, et enfin, c'est un bon système, il est facile à étendre, tu peux faire des plugins, tout ça. Ça, c'est robuste. Et je sais pas ce qui s'est passé. Après, il y a la version 1.7 qui est sortie, mais apparemment assez précipitamment, qui est blindée de bugs, en fait. Et donc, c'était un peu la guerre entre les gens qui voulaient pas passer à la 1.7, qui restaient sur la 1.6. Enfin voilà, il y a eu et les gens chez PrestaShop voulaient forcer les gens à passer sur la 1.7, et du coup ça a fait vraiment une série à la Dallas, quoi. Et voilà, je Ouais, sais il y a pas eu où un ça en est gros aujourd'hui. mercato, en fait. Ouais, Du c'est coup, ça en fait. Et toute du coup, il y a des l'équipe gens qui corps sont a partis de changé, et PrestaShop. ça a été Ouais, compliqué, ouais. ils ont eu des problèmes financiers, il y a eu des nouveaux dirigeants. Enfin, c'est vraiment ouais, voilà. Mais bonne solution quand même, je pense. Mais un peu Ouais, c'est vraiment un public différent. Si t'as un peu de sous au démarrage et que
si tu veux pas que ça te coûte très cher en run, c'est une très bonne solution. C'est pas Mm. adapté pour quelqu'un qui vise l'international parce que enfin c'est plus compliqué. Parce qu'en général les gros clients ils ont une agence en France, une aux États-Unis, une au Japon. Ouais. Et là trouver des devs PrestaShop aux États-Unis, je pense que c'est un peu compliqué. Presta what? Presta what? C'est ça. Ils comprennent shop mais c'est tout. Parce que Magento aux États-Unis, par exemple, si tu connais un petit peu, c'est quoi le plus utilisé? C'est Magento en plateforme ou... Ouais, aux États-Unis, en fait, c'est Magento ou t'as Salesforce Commerce Cloud, là, quoi. On peut discuter un peu après, Ouais. qui est c'est vraiment la mode, mais bon, enfin, après, t'as un mode dropshipping, du coup, t'as les deux prochains CMS dont on va parler qui sont pas Ouais. mal utilisés. Oui. Mais ouais, il y a beaucoup de Magento, ouais. Donc, ok. En gros, t'avais une étude Alexa, là, je crois que ça doit dater de 2015-2016, où il disait que Mm. sur le top 1 million, enfin 1-0 près, c'est ça, le top 1 Ouais. million du e-commerce mondial, en gros, t'as 75%, en gros, c'est du custom, et après, Mm. t'as 25%, enfin, t'as 20% de Magento, et tout le reste, c'est des brides. Après, tu dois avoir un peu de WooCommerce ou du OS-commerce, mais c'est rien. En gros, c'est la première D'accord. solution e-commerce qui est utilisée dans les boutiques qui vendent, parce que en gros, il y a 300 000 boutiques Magento dans le monde, mais sur les 300 000, il y en a peut-être 200 qui ont plus de 1000 commandes par jour. Tout le reste, Oui. c'est un peu plus petit. D'accord. Ok. Donc, bah, WooCommerce, alors, du coup, ça, tu le connais un peu mieux, celui-là. WooCommerce, ouais, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait un peu de dropshipping, et du coup, Ah je ouais. connais bien. Ouais. WooCommerce, en fait, c'est pareil, ça vaut rien. C'est pour 2-3 000 euros, tu peux avoir un site qui marche. Après, le problème, bah, déjà les avantages, c'est si t'es développeur, en gros, en un jour, Mm. tu sors un site qui vend. T'as Mm. tous les thèmes WordPress qui sont disponibles. Du coup, bah, vu que WordPress, c'est X% du web mondial, t'as le choix. 30 et T'as des 30%. plugins D'accord. ouais, t'as des plugins pour tout faire. Après, le désavantage, c'est, en gros, une fonctionnalité, c'est 50 euros. Du coup, 50 euros, c'est rien, mais vu que tu dois rajouter 100 fonctionnalités, ça monte assez vite. Ouais, Puis ouais. après, le problème, c'est la structure de la table. En fait, niveau perf, c'est pas fou. Ça a du mal à monter en charge. Ouais, c'est bien pour les petites boutiques simples, mais c'est vrai que quand tu as vraiment des besoins un petit peu plus spécifiques, que tu dois vraiment rentrer dans le code, c'est souvent un petit peu difficile à adapter, ouais. C'est un peu du hack et du bidouillage, quoi. Mm. Par contre, sur du WooCommerce, t'as des boutiques qui vendent vraiment, qui sont dessus. Ouais, J'ai pas préparé, j'ai mal fait mon boulot, mais t'as une équipe de rugby, je sais pas si, je sais plus les noms, mais t'as une équipe de rugby qui est très connue, qui utilise ça, et ils ont un volume de commandes assez important. Et du coup, d'accord. si t'as une vraie équipe de dev derrière, tu peux faire un site qui va marcher. Et c'est pas forcément ta copine qui se lance dans une boutique de bijoux qui va utiliser WooCommerce. Tu peux aussi avoir des gros. N'importe qui peut D'accord. l'utiliser. Ok. Et Oui, oui. l'avantage, ouais, surtout, ouais, il y a une énorme communauté sur le dropshipping, parce que c'est un peu la mode en ce moment, là, avec toutes les formations Ouais. sur YouTube. Et t'as des plugins à la con, là, pour te connecter à AliExpress, à tout ça. Et ça te permet de vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix, vraiment sans rien faire. Quand tu dis que tu as fait du dropshipping, c'est pour toi ou pour des clients? Tu as monté des sites? Pour moi et pour des clients. Ah, tu as fait Euh, pour toi je, aussi? D'accord. Ouais, j'ai arrêté là quand j'ai commencé à avoir des gros clients parce qu'il y avait conflit d'intérêts, mais j'ai trop vendu. Mais ouais, j'étais monté dans les 100-150 000 de chiffre d'affaires par an quand même. Du coup, Ah ouais, quand même. c'est petit pour du dropshipping, mais c'est pas insignifiant. Ouais, quand même. Ça fait pas mal, ouais. Et du coup, à quel moment, en fait, tu bascules de l'un à l'autre, en fait tu vois, en fait, quelle est la limite de WooCommerce, justement? Tu vois, parce que je me dis, à la limite, quelqu'un qui veut se lancer, bon, il met 3 000 euros sur la table, il a un truc à peu près correct, il peut vendre ses 10 articles et ça peut tourner. Mais en fait, quels sont les éléments qui vont nous dire, ou quels sont les signes qui vont nous dire là, faut passer sur une solution autre, quoi?
En fait, c'est jamais le e-commerce qui va dire, qui va imposer les choses aux autres. Le problème, c'est pas ta solution. C'est le jour où tu vas commencer à brasser un peu de commandes, tu vas être obligé d'avoir une liaison comptable, une liaison logistique. Et quand tu vas devoir brancher 50 services sur ton e-commerce, tu vas commencer à pleurer. Et là, tu vas te poser la question de est-ce que j'aurais pas meilleur temps de refaire mon SI en entier, de prendre un vrai ERP pour gérer mes commandes chez mes fournisseurs, pouvoir traquer tout ça et en gros que le site e-commerce soit juste un front et qu'il soit alimenté par l'ERP. Mais techniquement, tu peux faire tant que tu as de l'argent pour payer un développeur pour optimiser tes requêtes, tu peux rester sur ton e-commerce. C'est le jour où tu auras besoin de connecter d'autres systèmes, ce sera plus simple sur d'autres solutions que WordPress. Plus simple parce qu'il y a déjà des choses qui existent ou plus simple parce que le code il sera plus propre ou plus facile à faire? En fait, c'est la structure enfin, le problème de WooCommerce, c'est que fonctionnellement, c'est pas très riche en fait. Hmm. Si juste tu veux faire des trucs tout con, genre rajouter des options genre du swatch ou des trucs comme ça, t'es obligé d'installer un plugin. Hmm. Et du coup, chaque plugin, il y a les plugins officiels où là, ça respecte à peu près une convention. Après, t'as tous les plugins à la con que tu peux trouver sur tout l'internet. Et Hmm. là, en fait, c'est plus bien codé au bout d'un moment. C'est tout dans la même table. Ouais, Et du coup, tu te retrouves avec des problèmes de perf parce que t'as zéro index, des trucs comme ça. ok. Ok. Et le petit dernier, bah, Shopify, on en a déjà un petit peu parlé, mais Shopify gros acteur quand même au niveau du e-commerce, non? Alors Shopify, oui, ça va être le plus gros à terme. Mais après, des boutiques qui vendent sur Shopify, sur Shopify, il y en a pas beaucoup. En fait, Shopify, pour moi, c'est la meilleure solution pour les petits acteurs. Ouais, Si t'as un hobby là le dimanche et que tu veux te lancer dans l'e-commerce, voir si ça peut marcher, c'est une des meilleures solutions pour commencer. Ça te coûte rien, là, je crois que c'est 30 balles par mois, un truc comme ça, à ouais, 10 euros près. Et de base, en fait, tu peux vendre des produits simples. Enfin, le produit par défaut, en gros, c'est ton t-shirt, mais hmm, tu peux changer sa couleur, tu peux tout faire. Et ça te permet vraiment de tester un marché. Et par contre, après, si ça grossit, c'est pareil. Si tu dois comment le connecter à hmm. d'autres services, ça te coûte assez cher. Non, mais t'as pas une sorte de marketplace sur Shopify, Ouais, si, il justement? y a ça, ouais, mais c'est tout. Oui, justement, Shopify, c'est en SaaS. Du coup, c'est pas un logiciel que tu installes sur ton serveur, c'est sur le serveur de quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, l'avantage, c'est que l'hébergement, tu gères rien. Du coup, s'il y a le site Shopify qui est pété là le vendredi soir pendant que tu es en train de manger au resto, bah, c'est pas toi qui va devoir réparer ça, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est pas mal niveau sérénité d'esprit. Ça porte. Mais par contre, du coup, en SaaS, bah, tu peux pas modifier le code. Tu peux modifier que le thème. Et du coup, pour pallier à ça, en fait, ils ont des API. C'est, Hmm. tu vas pas faire du dev comme sur WooCommerce, PrestaShop et Magento. Là, t'as une API et en gros, tu peux push et recevoir des données. Tu peux faire entre guillemets que ça. Et du coup, ils ont sorti en fait une marketplace d'extension. C'est comme les autres. Sauf que vu que Shopify, bah, ils ont un modèle de prix récurrent, bah, tous les autres, ils ont fait des prestations récurrents. Et du coup, t'as des connecteurs à peu près Mhm. avec tout. Genre là, j'avais fait une proposition pour un client là qui est sur Fastmax, c'est un gros, enfin, c'est un ERP un peu bordel qui fait un peu tout, qui est pas mal utilisé là Mhm. dans les vêtements. Du coup, je me suis dit cool, il y a un connecteur Fastmag Shopify. En fait, tu regardes les volumes et tu vois qu'en fait, c'est fait pour des gens qui sont minuscules. En gros, ça, j'ai pas les prix sous les yeux, mais en gros, ça te coûte rien, c'est à moins de 100 produits. Et là, pour mon client qui a 30, 40 000 produits, en gros, ça leur venait à 600 euros par mois. Et du coup, 600 euros par mois, là, juste pour un connecteur, c'est un module. C'est le truc qui fait que tes Ouais. produits vont remonter et ton stock. C'est à peu près tout. Et du coup, si t'as ton connecteur Fastmac plus ton connecteur CRM, genre Salesforce, et que t'en as déjà pour 2-3 000 euros par mois, ça commence à être moins intéressant. Et à contrario, pour Ok. les petits, par contre, pour commencer, c'est génial. Enfin, le site de base, en gros, sans Hmm. plugin, tu payes ton thème là, 200-300 euros
Et t'as un thème qui est Ouais, super ouais, ouais, il y en optimisé, a, quoi. ça flash de partout. Dépêche-toi d'acheter avant qu'il y ait plus de stock. C'est optimisé pour lancer un business. Ouais, ça a été pas mal utilisé pendant le confinement pour certains commerces qui ont lancé à la va-vite, on va dire, des boutiques, en fait. C'était très Ouais. pratique. Soit du Shopify, soit du WooCommerce, et puis hop, c'était en ligne, et puis ils vendaient, quoi. Oui, et truc Donc, assez important, hmm. c'est vachement utile pour les marques de luxe. Genre si vous avez des produits Hmm. très 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 chers, la commission elle est assez faible. Et du coup, si vous avez une boîte qui brasse beaucoup de trafic et peu de commandes, en fait, Shopify ça vous coûtera rien. C'est vu qu'ils prennent une Ah ouais? commission sur les commandes et que bah, dans le luxe c'est pas forcément sur internet que t'achètes, ça en gros, tu peux te retrouver avec un site qui te coûte 200-300 € par mois, alors qu'un Magento, t'en aurais pour 2-3 000 € d'hébergement. Ouais, ouais, Et du coup, d'accord. Ouais. c'est un peu la mode. C'est- ça marche pas trop mal en gros, pour l'ultra luxe, après les produits très chers, on va dire. À partir de 1 000 €, c'est assez utilisé. Ok. Ok. Je rebondis sur ce que tu parles, parce que tu parles de serveur là, et j'ai vu un tweet aujourd'hui, j'avais réagi. Tu faisais voir un serveur, c'était quoi? C'était un Magento qui avait besoin d'un énorme serveur en fait pour tourner ou... Ouais, c'est un mutualisé, mais ouais, il y a 70 cœurs, 700 gigas de RAM. Pour faire tourner. 70 cœurs Ouais, c'est pour faire tourner Magento 2 de base. de Non, base? non, non, je rigole, hein. Non, là, Ah c'est oui, pour tu m'as fait peur là. j'ai un client qui vend, en fait, et qui vend vraiment, et je pense qu'il va monter à 10 000 commandes par jour pour le Black Friday. Et l'année D'accord. passée, on était sur un serveur avec juste 30 cœurs et un varnish, Putain, mais et c'est énorme en fait. c'était limite. Ouais, après, quand tu brasses enfin, tu vois, enfin, le serveur, c'est 1000 balles. Quand tu brasses Hmm. plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros par jour, c'est rien. C'est jamais l'hébergement qui doit Ouais. te coûter cher. Si ton hébergement coûte cher, Mais, c'est qu'il y a un gros problème. mais Magento, parce qu'il est quand même, enfin, au niveau ressources, il est gourmand de base ou non optimisé. Enfin, tu arrives à l'optimiser en tout cas pour au niveau du Ah serveur. oui, J'imagine oui, qu'il y a du cache, des choses comme ça. ah oui, en fait, Mais Magento, c'est un énorme. Enfin, t'as des millions de lignes de code. Et du coup, t'as X mécanismes de cache. Et en fait, c'est le cache qui fait que le site est rapide. Après, là, t'as hmm. des copains, là, qui ont fait un site, là, d'une marque assez connue. En gros, ils ont désactivé le cache et désactivé Varnish parce qu'ils ont optimisé juste les requêtes SQL. Et le site, je crois qu'il s'affiche en 200 millisecondes, mais n'importe quelle page. Alors 200 millisecondes, c'est beaucoup si vous faites du site Hmm. vitrine, mais pour un site e-commerce, c'est loin d'être dégueulasse. En fait, ça dépend vraiment juste Non, du c'est. budget que tu veux mettre dedans. Comme pour tous Hmm. les autres CMS, tout. En fait, si tu mets 10 jours d'amélioration de perf, t'auras de bonnes perfs Ok, derrière. Après, ça demande des compétences plus vastes que si tu fais du WooCommerce. ok. Et ok, bah ça on a vu les quatre. Bah, il y en a, enfin je pense que c'est les quatre hein, plus connus principales plateformes du e-commerce. Après il y a les nouveaux acteurs. Donc il y a Silius qui fait son petit chemin. Après je sais pas ce que toi t'en penses de Silius. Silius, je suis pas fan. J'ai pas passé beaucoup de temps Ah, dessus. En fait, ok, ça a rien à voir avec les autres CMS. Silius, c'est minimaliste. En gros, c'est plus un CMF. Enfin, c'est vraiment un framework. C'est pas un d'accord. CMS. C'est un webmaster va installer Silius, il va dire c'est quoi cette merde poubelle. C'est vraiment fait pour les développeurs. Silius, c'est fait pour. Enfin, de base, en gros, t'as ton produit simple. Du coup, t'achètes ton t-shirt bleu de taille S et c'est tout. T'as rien d'autre. Si tu veux, Et genre juste tu veux ouais. faire des pages CMS, ce qu'on appelle des pages CMS, des pages de contenu, Mhm. genre les CGV, c'est du dev custom. Et D'accord. en fait, c'est vraiment adapté aux équipes Symfony. C'est pas du tout les mêmes. Ouais, c'est une Ça n'a rien à voir surcouche avec les e-commerce autres. sur du Symfony en fait. Ouais, c'est ça. En fait, faut vraiment le prendre comme un bundle. Faut pas le prendre comme un CMS. Tu te dis pas, aujourd'hui, je fais un projet Symfony et demain, ça a marché.
ta demande du temps, ça se rapproche pas mal des devs custom en fait. Et du coup, Ok. c'est top. Enfin, t'as une expérience merveilleuse en tant que développeur, parce que tu codes tout, tout de Hmm. A à Z. Du coup, les développeurs sont ravis. Mais niveau budget, en fait, un site Silus, ça coûte à peu près la même chose qu'un site Magento. Mais du coup, Mhm. je vois pas trop l'intérêt. Après, la différence, c'est Silus, tu vas Bah, développer du code. Dans Magento, tu vas en supprimer. alors, ouais, c'est ça en fait, j'allais dire, si c'est c'est peut-être plus intéressant de développer du code et de faire ce que tu veux, éventuellement même réutilisable, que si Magento, tu prends le truc et tu enlèves déjà tout ce qui va pas, enfin ce que t'as pas besoin, enfin c'est vrai que c'est un peu bizarre en fait d'enlever. Ouais, c'est pas du Ouais. tout la même expérience de dev. Après, c'est un peu de la secte là. Moi, je suis pro Ah Laravel, ouais. je suis pas pro Symfony, du coup, ça me plaît pas. Ah d'accord. Mais je sais il y a pas mal de gens justement qui sont passés du dev Magento 1 à Silius plutôt que de Magento 2 parce Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. ils préfèrent l'expérience de dev. Après, Ouais, c'est c'est bien ça, plus j'ai vu simple de des faire agences qui du. conseillaient, ouais. Ouais. Mm. Ouais, puis aussi Oui, parce que Et du coup, sur Silius le gros pardon. est-ce que allez-y. ouais. Ouais, vas-y. En fait, c'est juste, est-ce que dans Silius, tu peux coder ta fonctionnalité et on va dire ton petit module de ça et tu peux le porter d'un projet à l'autre. Donc, à la limite, est-ce que si tu as construit ta boîte sur t'as construit en fait tes fonctionnalités sous Silius, est-ce que tu peux les porter d'un projet à l'autre? Et en fait, bah, tu t'es créé ton propre système, quoi. Donc, c'est peut-être rentable à terme, mais il faut à tout prix que tu restes dans cette technologie-là, quoi. Parce que tu as développé tous tes petits plugins, quoi, Bien toi-même. sûr, t'es dans l'écosystème Symfony, du coup, tous les bundles Symfony, tu peux les utiliser. C'est comme, Ok. enfin, sur les autres CMS aussi, hein, quoique Mm. sur WooCommerce, c'est peut-être pas Composer, mais Non. ouais, mais c'est, en fait, c'est pour des équipes plus grosses, je pense. Silus, c'est soit t'es énorme, genre t'es Carrefour, et t'as besoin d'avoir des perfs de marteau, et du coup, ça peut être intéressant. Mais pour des petits, je suis pas convaincu. Par contre, t'as un énorme Ok. avantage, c'est que dans le mercato du développement, t'as pas mal de développeurs Symfony. Tandis que sur les autres solutions, c'est plus compliqué de trouver des gens compétents. Donc sur du Symfony, tout le monde sait faire à peu près la même chose. En fait, c'est Mm. pour ça que Silus Ouais. décolle pas mal. Les agences ont surtout des demandes pour faire du Magento là, enfin, pour les projets à gros budget. Mm. Et vu que ils arrivent pas à recruter en Magento, ils refilent du Silus et comme ça, c'est des équipes qui font du Drupal ou autre chose qui s'en occupent. En gros, D'accord. c'est pas mal quand t'as une agence 360, tu peux refiler ça à n'importe quel dev et il pourra le faire. Alors pourquoi on a du mal à recruter en Magento, à ton avis? C'est facile. Déjà, ça demande pas mal de formation. Un dev Magento 2, comme je disais tout à l'heure, t'as pas une seule compétence, t'as trois métiers complètement différents. D'accord. Et pour Ok. taquiner sur du Magento 2, en fait, faut avoir de l'expérience sur un framework style Symfony. Enfin, t'as pas mal de design patterns, c'est Oui. casse-gueule. T'as peu de gens qui maîtrisent et t'as peu de formation. Et les rares formations que t'as, c'est des formations plus niveau expert. Tu sors de l'école, tu vas à ta formation, tu te dis enfin Magento c'est la grosse merde, je veux pas toucher à ça. Et Ouais, bah, t'as, ça et, fait. c'est- Oui. et vu que c'est utilisé que par des grands comptes, en fait, t'as un problème financier. Si tu vas bosser chez une des SS2I classiques, il dit, je te donne 2000 € Mm. par mois, puis t'as le grand compte qui te dit, moi c'est 3000, ça aspire assez vite les talents. C'est, la Ouais. plus grosse Ok. agence Magento française, en fait, ils se sont fait aspirer en gros, toute la direction technique de Paris en Suisse. T'as une boîte suisse qui a dit eh oh, j'ai vu que vous étiez bon là-bas. Et du coup, en gros, ils se sont dit, bon, votre salaire, on fait x2 et ça vous intéresse. Et oui. Et du coup, depuis, il y a plus de direction technique et c'est un peu plus Ils compliqué sont pour tous à Genève. l'innovation. Ok. C'est ça. Et à Magento 2, alors moi Magento 1, je sais que c'était sur du Zend, et Magento 2, c'est toujours du Zend? Enfin, Zend, C'est ça existe toujours encore. du Oui, ça Zen existe 1, encore. mais t'as une grosse Ah, partie c'est de toujours du Zend Symfony, en 1? fait. Ah oui. Ouais, ils ont pas fait. Ah, ils ont Maintenant, migré, ouais, une partie. c'est du Laminas, mais c'est du Zen 1 quand même, ouais. Waouh. Ok. Après, Ouais, tu c'est utilises clair. jamais les classes Zen, en fait. Tu sais, Magento, je sais Mhm. pas combien il y a de millions de fichiers, mais je crois que j'ai jamais utilisé des classes Zen sur Magento 2. Sur Magento 1, encore
pour manipuler des Mm. fichiers, là, c'était utile, mais sur Magento 2, ça fait longtemps Ok. que j'ai pas touché. Ok, ok. Et Ouais, donc toi, tu avais rajouté Salesforce Commerce Cloud. Donc ouais. C'est ex comment ça fonctionne? Demandware, c'est aussi du SaaS. En fait, c'est un peu la mode là chez les agences de com, parce qu'en gros, c'est facile à implémenter. Niveau Mhm. hébergement, t'as rien à gérer. Et ça se connecte très bien avec l'environnement Salesforce. Et vu que les gens qui ont un CRM sur Mhm. Salesforce, en général, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui mettront de l'argent dans la Ouais. partie e-commerce. Et en fait, c'est Ouais, une parce que fois que t'es... ça coûte un peu d'argent là, Salesforce Commerce Cloud, il me semble. Non? c'est très raisonnable par rapport à leurs autres outils. Euh, Ah oui, mais ok. vraiment, ouais. Non, ça coûte... Enfin, c'est quasiment gratuit. J'ai des clients Ah qui... bon? où je fais enfin, par rapport au reste, hein, quand t'as des factures en dizaines, voire centaines de milliers d'euros par mois, t'es plus à, t'es plus à 1000 ou 2000 euros près. Non, c'est très bon marché, en fait, et par contre, après, c'est une secte, c'est pour faire du Salesforce Commerce Cloud, faut être partenaire Salesforce. T'as zéro doc public. Mhm. Si t'es partenaire, en gros, bah, ils vont t'aider, et sinon, bah, tu te démerdes, tu, tu pourras jamais y accéder. D'accord. Mais par contre, ils sont en train de Wow. prendre des parts de marché vraiment de façon violente. Enfin, de toute façon, c'est les commerciaux de Salesforce, ils sont Mhm. bons, c'est des vrais commerciaux. Et c'est propriétaire, je Ouais, suppose. ouais, ouais. Niveau techno, Ouais. c'est des mix, Donc, mais ouais. ça ressemble un peu à du Java. Et c'est pareil, t'as des API, tu peux faire un peu de dev custom. En fait, c'est pareil que Shopify, c'est bien pour ceux qui ont des produits très chers, vu que la commission est relativement faible, ça permet d'avoir des projets à bon prix où tu paies rien en hébergement. Ok. Ok. Et toi, enfin, quand tu dis ça monte fort, toi aujourd'hui, enfin, ça te concurrence, toi, au niveau de ton service ou enfin, est-ce que tu as Je déjà crois perdu que des clients, par exemple il y en a deux là où j'avais de la TMA qui sont partis sur Salesforce Commerce Cloud, mais c'est des géants, c'est normal. En gros, t'as D'accord. des modes aussi dans l'e-commerce. C'est en gros tous les 2-3 ans, enfin un peu plus parce que ça coûte cher, mais on va dire tous les 5 à 7 ans, il y en a qui changent de solution. Après, moi j'ai Mhm. peu de clients dans l'ultra luxe, du coup j'ai pas été impacté. D'accord. Après oui, t'as pas mal de POC là dans les groupes pour voir combien coûte un Salesforce Commerce Cloud par rapport à du Magento ou autre, ou du Mhm. Hybris, des trucs comme ça, mais là c'est hors compétition. Ok. Alex, un truc à rajouter? Bah, ouais, après moi non, je connais pas du tout, tous ces services-là de Salesforce Cloud, tout ça. Après, parce que moi j'évolue pas dans ces sphères-là et souvent mes clients sont plutôt, très petits et voire ultra petits et du coup, je me pose la question sur, justement les solutions type, bah, Snipcart en fait, où en fait là c'est plus des services où, tu vas ajouter la fonctionnalité panier, et paiement en 3 clics. Donc pour un développeur, c'est ultra rapide. Par contre, je comprends bien la limite, la limite, pour, pour le commerçant. Par contre, est-ce que toi, Aurélien, tu as déjà, utilisé des systèmes comme ça un peu, on va dire en 3 clics où tu es venu en fait, commercifier ton site, avec ta page produit ou tu vois des choses comme ça? Ouf. Ce type, Snipcart? Ouais, lui j'avais essayé à une époque parce que je fais un peu de site statique là avec Hugo. Et en fait, Mmh. je OK. comprends pas du tout comment ça marche parce que leur commission elle est aussi importante que des solutions genre Shopify. Et du coup, j'ai vraiment du mal avec ça. Après, je doute pas qu'il y ait des gens qui Bah, soient contents, mais moi j'ai du mal à comprendre. c'est vrai que non, OK. c'est vraiment, enfin, Snipcart, clairement, c'est réservé aux petits clients, aux petits commerçants. Moi, j'avais monté un site Snipcart, on fait référence au podcast, je sais plus quel numéro, où on parle de ça. Oui, j'avais vu, ouais. E-commerce statique, quoi. Et du coup, bah, c'est une commerçante sur Lyon, donc qui était fermée, machin, elle a voulu vendre et tout ça. Bon, elle a vendu, je sais plus, un chiffre d'affaires, 2 000 3 000, je sais plus, un truc comme ça.
Et en fait, finalement, les commissions, bah oui, ils prennent des commissions, c'est 2%, je sais plus, mais ça représentait pas énorme et ça coûtait de toute façon moins cher que du Shopify, en fait, au final, sur le mois. Donc, c'était intéressant parce que ça n'a pas coûté très cher à développer le site. Et puis derrière, bon, la com reste raisonnable quand tu n'as pas un gros volume de vente. Donc, ouais, c'est une solution à garder plutôt que. Ouais, ouais enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant à Ah, mais mettre en après, place. ton coût de dev, ça a été plus cher que que le chiffre d'affaires qu'elle a fait, du coup. C'est un peu dommage. Bah, c'est pas. Non, c'était assez. Honnêtement, non, c'est pas très cher en dev. Tant que tu as une boutique assez classique avec des produits simples, ça n'a pas été très compliqué. Parce que ça, Bon, j'avais ouais. regardé je crois que c'était il y a 2-3 ans, là, j'avais refait un de mes Ouais. sites. Et en gros, quand j'ai vu les pricing, j'ai dit, bah, autant installer enfin, une solution e-commerce avec une API, faire un bout de vue, et je monte pour un quart d'heure et Hmm. j'arrive à faire la même chose. Du coup, je vois pas quelle est leur cible. Après, ouais, c'est pour faire 2-3 000 € de chiffre, pourquoi pas. Mais si c'est pour faire un Hmm. e-commerce où tu as des employés, je comprends Ah pas. non, 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 tu. Ah bah non, mais là, c'est clair. Non, non, c'est pas. Après, enfin, moi, je vois surtout le truc aussi en potentiel de, bah, voilà, je veux lancer, j'ai ma landing page, on va dire, de pré-vente ou des trucs comme ça. C'est vraiment du test ou une POC ou une sorte de MVP pour voir si il y a une certaine appétence pour vendre mon premier produit, limite pour vendre mes deux, trois produits et tester le truc, why not, quoi. Mais c'est sûr qu'après, quand tu commences à avoir une dizaine de produits ou vingtaine de produits à gérer ton stock, tout, là, tu vas vite être limité par Snipcart, quoi. C'est clair. Hmm. C'est clair. Ouais. De toute façon, oui, leur truc, en fait, c'est de créer un e-commerce en quelques minutes. Après, voilà, peu importe la solution, tu rajoutes le JS dessus sur ton site et puis ça te fait un panier, etc. Bon, c'est une bonne solution. Après, il y a j'ai mis d'autres liens dans les notes. J'ai découvert Swell qui est tout nouveau. On en parlait juste avant avec Alex. C'est un système qui a l'air de vouloir concurrencer Shopify, par contre, qui est API first, en fait. Ok. Donc, eux, ils ont. Ouais. C'est tout neuf, hein, je pense qu'ils ont mis ça en ligne en septembre. J'ai fait un petit test et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Les tarifs sont raisonnables parce que c'est un tarif fixe et il n'y a pas de commission sur les ventes. Après, ouais, comme tu dis, c'est toujours la limite comme Shopify, quoi. À un moment donné, quand tu dois connecter à des CRM ou des choses comme ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas un plugin payant? Enfin voilà, c'est toujours la limite de ces systèmes-là. En tout cas, Swell, pareil, hein, pour lancer un site, je pense que c'est des solutions à regarder, quoi. C'est aussi l'avantage de ne Et, pas avoir d'hébergement et que ça tourne sans que tu aies à voilà, te connecter pour vérifier si ton serveur il a pas planté le vendredi soir ou un truc comme ça, quoi. Ouais, là, De ce je connais côté-là, c'est pas, intéressant. j'ai regardé, essayé un peu voir comment ça marche. Hmm. Ouais. et à la limite, enfin, vu que tu as commencé à parler de Swell, en fait, on voit, il y a une certaine tendance sur du headless e-commerce. Il y a plein, ça pop, on va dire, depuis un an. Il y a plein de nouveaux acteurs qui se mettent là-dessus. Pareil sur les CMS headless, mais maintenant qui sont dédiés e-commerce. Euh, Toi, tu vois ça comment? Tu vois ça comme une hype? Tu vois comme ça comme une bonne solution ou pas? C'est quoi ta position Ouais, moi, ça là-dessus? fait à peu près 2-3 ans que je suis un projet, c'est Vue Storefront. En gros, c'est une plateforme headless Oui. qui se branche sur divers CMS. Ouais, ça doit être du Magento, du Silus et là du Salesforce Commerce Cloud, il me semble. Hmm. Et Ouais. enfin, c'est top. J'étais arrivé juste au début du développement. Là, j'avais parlé à l'équipe Core, j'ai un peu contribué. Il m'avait fait une démo, mais franchement, enfin, je pense que c'est le nouveau responsive. C'est fou. Enfin, juste, enfin, vu que maintenant la tendance c'est de commander sur mobile, et là, je vois bien les Parisiens dans le métro qui commencent qui ajoutent un produit au panier, puis hop, plus de réseau. Et voilà, avec des solutions comme ça, en fait, tu peux tu peux faire ton checkout en étant vraiment hors ligne, et c'est quand tu auras de nouveau la 4G que ça pousse ta commande. Je trouve ça vraiment magique. Hmm. Je trouve ça top. Ok. Ouais, donc ça, c'est toute la partie vue et toute la partie justement bah, back-end. Bah,
tu la gères avec Magento ou justement tu t'es prêt à passer sur d'autres services type Headless et tout ça Ouais, bah ou après, de toute façon, pas ça change encore? rien là. Enfin, moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était la solution, la vue Storefront. Après que ça se connecte à Front du quoi, ouais, que Magento ça ou soit en vue. enfin, ou Ouais. autre chose, du WooCommerce, genre, je m'en fous entre guillemets. Là, c'est vraiment une autre partie du projet. Et du coup, toi, tu penses qu'il faut vraiment cutter, splitter les deux en fait? En fait, ce qui est bien avec ce genre de solution, c'est vraiment t'as un dev front qui en gros, bah là, c'est une boîte qui fait du JavaScript qui potentiellement va te coûter moins cher qu'une boîte qui fait du gros dev e-commerce. Et que le e-commerce, en fait, tu t'exposes que des API. Moi, je trouve que c'est pas choquant, au contraire. Ouais, donc l'avenir, enfin pour toi, l'avenir du e-commerce, il est au headless, en gros. Enfin, ça va tourner là-dessus. Ouais, parce que là, par exemple, j'ai un client là qui se fait racheter par un gros groupe et ils veulent, avant de faire un projet de migration de Magento 1 vers Magento 2, ils veulent faire une refonte graphique. Donc je leur dis, bah, pas de souci, moi j'aime bien l'argent, je peux te facturer 2 fois, ça me dérange pas, mais plutôt que de faire ça, je peux te proposer de passer justement sur du Storefront et comme ça, bah, je te fais payer une fois le front, mais et une fois l'API pour Magento 1, une fois l'API pour Magento 2, mais je te fais pas payer 2 fois le front, c'est un peu con. Bien sûr. Et ce qui est bien avec ce genre de solution, c'est si demain tu veux passer de Magento à PrestaShop, et ben tu changes ton endpoint et ça marche. Tu te dis plus, enfin, t'es plus prisonnier de tes prestataires. Je trouve ça vraiment top niveau client. Mmh. Ouais, puis de toute façon, Génial. c'est logique puisque, enfin, tu as certainement des clients qui ont un e-commerce, web classique, qui ont aussi une application, certainement native, en iOS, tout ça. Donc, du coup, tu as déjà des systèmes qui se connectent à l'API, donc, c'est logique d'avoir d'un côté l'application web, de l'autre côté l'application native et tout se connecte au même système Magento ou n'importe quoi. Donc, c'est complètement Puis ouais. après, là, t'as un autre acteur en France, c'est Front de Commerce. Eux, ils font en gros, c'est un peu comme du Storefront, mais ils le font sous Mmh. React. Ils ont déjà fait un connecteur avec Magento 1, Magento 2, et je crois qu'ils vont faire avec du Eurocommerce et d'autres technos là rapidement. Et du coup, Fonds de commerce. si vous êtes de la secte React et pas de la secte Vue, Alors moi ça peut être bien. moi je fais partie de la secte Vue Moi, je suis multisecte alors, ça va, et, moi, je et suis Patrick il a pris ses cartes dans toutes les sectes comme ça il est non, sûr d'être du alors, bon côté. pas d'Angular, s'il te plaît, quand même. Faut pas C'est bien pour les apéros, ouais. Non, ouais, c'est, OK. Là, ouais, on mettra le lien aussi Ah, pour, mais fonds de enfin, commerce, ouais. Mmh. mais ça c'est après Front de Commerce, c'est sous licence, mais c'est impressionnant les démos. Nous, des fois on sort des sites et on dit c'est trop bien, puis tu vas voir sur ce qui sortent sur ce genre de solution et tu dis putain on a quand même on a une bonne guerre de retard. Hein, c'est dommage. Ouais. Et facile à implémenter Vue Storefront ou pas? Ça dépend ce que tu vends. Si tu vends des t-shirts, t'en as pour une semaine de DevOps. Et si tu vends autre chose, c'est plus compliqué. C'est c'est vraiment, euh, c'est vraiment adaptable. Là, on a commencé un projet. On est parti comme première solution là sur du Storefront parce que il y avait une soixantaine de sites, mais un peu partout. Là, c'était multi-région. T'en avais en Afrique, au Japon, puis aux États-Unis. Du coup, là, en fait, avoir un seul serveur à Paris, c'était un peu con. Enfin, t'aurais eu des délais de réponse dégueulasses. Et là, justement, le Storefront avec toutes les, enfin, en gros, une fois que tu as téléchargé JS, tu télécharges que les données, tu as du préchargement, ça aurait bien répondu. Mais en gros, au bout d'une quinzaine de jours de dev, on s'est aperçu qu'il y avait tellement de spécifiques à faire que on tiendrait jamais la Le délai. deadline et le budget. Et du coup, bah, on a annulé, là, on est reparti sur du Magento de Mmh. classique parce que c'était trop complexe pour un premier. Mais si t'as, pour un site tout simple, en gros, c'est vraiment là de l'Ops, c'est le déploiement qui est un peu chiant parce que enfin, moi, je suis un dev PHP, déployer un bout de JS, je sais pas faire et vu que il y a pas de solution en un clic où tu le balances sur Heroku ou je sais pas quoi, ça prend Ça vite va du temps. plus. Ouais, ok. OK. D'accord. Et la doc est plutôt bien faite ou pas? Je suis pas trop allé voir. L'onboarding est assez facile, Euh, quoi. je, je me prononcerai pas sur la qualité des documentations de manière Ok. générale. OK. C'est comme chez les autres. Ok.
Ça marche. Droit de réserve. Au niveau, bon là on parle de web app, mais et site statique, ton avis pour le e-commerce en général? Moi, j'aimerais bien faire un projet justement avec un front sur Hugo, avoir un bout de vue qui va chercher les stocks et les prix en API, mais Mmh. ce serait plus pour m'amuser. D'ailleurs, on avait fait un hackathon là, avec une association là sur Magento, et on avait lancé un projet, c'était Mmh. Gatsbylus. Du coup, c'est du Silus et du Gatsby, et en gros, ça faisait un peu ça. C'était super rigolo, mais enfin, après, à voir en prod ce que ça peut donner. OK. Bah, enfin, moi je me dis que c'est quand même une bonne solution puisque, enfin, normalement tes produits une fois qu'ils sont en ligne, tu les changes peut-être, une fois, tous les jours, mais au pire ce sera la nuit et après effectivement tu vas chercher le stock, le prix en fonction peut-être du pays ou n'importe. Ça a toute sa logique je pense, le statique dans le e-commerce, surtout sur les montées de charges, bah, comme pour le Black Friday quoi donc je sais pas. C'est, à voir. Ouais, non, mais en fait, j'ai là, enfin, sur le papier, ça paraît génial. Après, j'aimerais bien y voir en prod, mais OK. chez quelqu'un d'autre que moi, avoir un retour d'expérience, parce que je serais quand même pas serein, je pense, la semaine de la mise en prod si je lance un projet comme ça. OK. Ouais, c'est clair. Et en termes de fonctionnalités, moi je suis assez fan de recherche. Justement, je cherche pas mal de solutions de recherche assez rapides. Aujourd'hui, il y a des systèmes type Algolia qui coûtent vite cher quand on a beaucoup, beaucoup de produits. Après, il y a d'autres solutions plus open source et les trucs comme Elasticsearch, mais avec toute la configuration. Aujourd'hui, en fait, toi, qu'est-ce que tu utilises et quels sont tes précaux en fait sur les petits modules de recherche rapides, quoi. Alors, moi, ce que je propose à mes clients, c'est toujours du Elasticsearch où on fait du custom. Et après, c'est eux, si ça leur va pas, je leur propose de passer à un autre service, et ce soit du Algolia ou du DoFinder. Après, sur D'accord. Algolia, j'ai eu des mauvaises surprises et du coup, j'évite maintenant. De toute façon, Mm. c'est comme toutes les solutions de recherche, c'est l'indexation, ça prend du temps. Et enfin, là, ils ont changé leur pricing, mais avant, tu payais à chaque fois que tu faisais un index d'un Mmh. produit. Ouais, Et du coup, quand t'as ton site e-commerce qui est connecté à ton ERP qui fait une mise à jour toutes les 5 secondes du stock, quand tu reçois la facture en fin du mois, tu tu tires un peu la pleures. gueule. Mais bon, Ouais, c'est ça. ouais, c'est Après, clair. par contre, ils sont super cool commercialement. Ils nous avaient fait un gros avoir là-dessus, mais euh, après, enfin, Algolia, c'est génial. Enfin, là, c'est vraiment recherche instantanée. C'est le top. Après, je trouve, pour moi, c'est trop cher pour ce que c'est. Je préfère mettre de l'argent ailleurs. Make sense. Ok. Mmh. OK. On passe, à la suite. On va sortir un petit peu Yes. du dev, un peu du technique et on va parler un petit peu plus de business, en fait. On se demandait, on avait une question, en fait, avec Alex, en fait, c'est à quel moment, je suis, voilà, j'ouvre un Shopify, une petite boutique et puis ça grossit, tout ça, machin. À quel moment, je dois passer d'un Shopify où je paye à un développement, custom type, Magento, PrestaShop ou un truc comme ça? Qu'est-ce qui fait à un moment donné, c'est ce chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la connexion au CRM ou des choses comme ça? Enfin, je sais pas, voilà, ça c'est un avis qu'on voudrait avoir de Tu m'avais posé la question un peu mmh, avant, de façon détournée, mais c'est pas la solution e-commerce, c'est jamais ce qui entraîne les changements. Si ta boîte grossit, en fait, elle va se mmh, structurer, et c'est les outils du SI qui vont faire que tu vas être obligé de changer de solution. OK. C'est juste, enfin enfin si tu vas passer, enfin si du jour au lendemain tu passes de 10 ventes par jour à Mmh 100, tu vas plus avoir une secrétaire là qui va faire du copier-coller là dans le logiciel de compta. Ça sera plus possible, ou enfin, ça va mal se passer. D'accord. À partir du moment où tu vas vouloir automatiser tous ces trucs-là, tu vas pas avoir le choix. Donc Et en fait, tous les gens, enfin le milieu de l'ERP, enfin, toute la gestion commerciale, c'est un milieu qui est assez compliqué, c'est vieillot, et du coup, en gros, voilà, enfin, je t'exporte les données comme ça, puis tu te démerdes. mmh, Et sur le système que tu as en face, eh ben, c'est possible ou pas d'importer tout ce bordel. Et en général, bah, c'est pas possible, parce que je travaille souvent sur des ERP qui sont plus vieux que moi, là, ouais, qui ont été développés dans les années 90, et en fait,
t'as très peu de systèmes qui sont capables de s'interfacer avec ça, tellement D'accord. c'est complexe. Donc c'est ça, quoi. C'est en gros... Mais c'est pas du jour au lendemain. Après, c'est pas le e-commerce qui va dire voilà, j'en ai marre de WooCommerce, je vais passer à autre chose. Ça se passe pas comme ça en général. Ouais, c'est le besoin en fait que tu as C'est en des interne c'est des gens qui. pour gérer en fait tout le flux de commandes, tout ça, qui fait qu'à un moment donné, tu passes sur un développement personnel, quoi. Ouais. En général, c'est j'ai mis 300 000 euros pour implémenter mon ERP et j'ai remarqué qu'il pouvait pas se connecter à mon WordPress. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je dis, bah, tu mets pareil dans Magento et ça marche. Ok. Ça se passe comme ça. Voilà, ouais. Simple. Ok. On avait une autre question. En fait, quels sont en 2020, voilà, je lance un e-commerce et qu'est-ce qui est important en fait, peu importe la taille en fait, en gros, hein, ou même si après je prévois de grossir au niveau de mon site, de mes ventes, qu'est-ce qui est important en fait voilà, à prendre vraiment en compte dès le début en fait. Bon, le SEO évidemment, mais après, En fait, ça dépend vraiment des objectifs. T'as des gens qui lancent des sites e-commerce, mais c'est que pour faire un site vitrine. T'en as d'autres où, voilà. J'espère que la plupart c'est pour vendre, mais ça dépend vraiment de ce que tu veux. C'est pareil, le SEO c'est important, mais il y en a qui en ont vraiment rien à faire et qui misent tout sur le trafic payant. mmh, C'est une stratégie d'entreprise, là, c'est pas moi qui vais répondre. d'accord. Après, aujourd'hui, moi, si je montrais une boîte de e-commerce, moi, déjà, c'est pas tu lances ton e-commerce, ensuite tu appelles ton agence de référencement. C'est ton agence de référencement, tu lui demandes, tu lui demandes conseil au début, qu'il te fasse des specs et pour faire quelque chose qui va performer. Mmh. Parce que juste de faire tes catégories du site, c'est un boulot monstrueux et c'est des choix super impactants. J'ai pas mal de clients qui arrivent après 1 ou 2 ans de projet et qui disent ah on a envoyé un message à l'agence de référencement puis ils nous disent que ce qu'on a fait c'est de la merde. Je dis bah c'est normal si tu les as jamais contactés jusqu'à maintenant. Faut pas t'attendre à ce que ça marche. Hein, c'est pas un malentendu. Ok, donc ouais, donc le catalogue, la structure du catalogue, c'est hyper primordial en gros. C'est ce que tu es en train de nous dire avant même le SEO en fait. Enfin, c'est en même temps que le SEO, tu mixes tout ça en fait. Ouais. Tu réfléchis à comment tu vas faire les catégories. Oui, parce que si tu vends, enfin si tu t'appelles Cdiscount, tu vends des télés, des aspirateurs, Hmm, tu as vraiment des catégories qui sont différentes et c'est important de bien les nommer. Et si tu te fais une catégorie bâtard, genre hi-fi ou électronique, c'est pas forcément pertinent. Et ça, c'est en faisant une étude de mots-clés que tu vas trouver ça. ok, De toute façon, la plupart des gens, ils ont pas envie de mettre beaucoup. Enfin, la plupart des gens qui ont des projets de site e-commerce, ils se rendent pas compte que le budget de dev, il doit être assez faible par rapport au budget marketing. Enfin, hmm, si tu mets 10 000 euros dans ton développement, faut que tu en mettes au moins 20 000 dans le marketing et 20 ou 40 dans ton stock. Sinon, d'accord. il y a pas, enfin, ton projet, il y a peu de chances qu'il marche. Il est mal calibré. Ouais. Et pareil, la gestion du catalogue, c'est super important de pas dire, enfin, de consulter quelqu'un qui connaît, en fait, un consultant e-commerce, pour dire, voilà, je vends un PC, quel type de produit je dois faire dans ma solution e-commerce. Parce que t'as pas mal de gens qui font ça un peu au pif. Au bout d'un moment, bah, ça tombe en marche et du coup, ils continuent comme ça. Et quelques années après, quand ils doivent faire une refonte, le prestataire qui arrive, il dit, ouais, mais en fait, toutes vos données, elles sont pourries. Ça marche pas comme ça dans votre CMS. Il faut tout reprendre de zéro. Et toute la partie conseil, en fait, elle est vachement importante. Hmm, Un projet e-commerce, c'est le lancement d'une boîte. C'est bien de faire des business plans, mais faut se faire accompagner par les bonnes personnes. C'est- ouais, Moi, je vends du dev, mais je vais pas te dire, faut que tu mettes tel contenu ici pour ton référencement. Je, je parle avec pas mal d'agences, mais c'est pas mon métier, c'est pas à moi de faire ça. d'accord. Mais il faut que tu sois accompagné sur la partie, en gros, de toute façon, ce qui est important, c'est ta home, tes catégories, tes fiches produits. Hmm, Et tout ça, c'est quasiment que du marketing, donc avoir quelqu'un qui connaît un peu là-dedans, hmm, puis c'est déjà pas mal. ok. Ouais, donc ouais, on voit quand même que le catalogue, la structure des catégories, tout ça, les fiches produits, tout ça, c'est primordial en fait, même plus important que la plateforme en fait. C'est ok. Oui, parce que nous, enfin, on arrive, enfin,
Nous, c'est vraiment, mes projets, c'est je veux un système e-commerce. Je dis, bah cool, mais tu veux en faire quoi? Ouais, C'est vraiment une stratégie. C'est pas parce que j'ai vu que le e-commerce est à la mode, je vais en faire un, parce que je suis jaloux que mon concurrent en ait fait un. C'est pas, ça tombe pas, c'est pas magique, hein. Faut ouais, travailler. c'est l'outil, de toute façon, ouais. C'est comme, je dis à mes clients, en général, il y en a pas mal qui ont des magasins. Je dis, mais quand tu ouvres un magasin, tu dis pas j'ai un budget de 2 000 euros. C'est tu mets, enfin, tu refais la peinture, tu fais tout, et t'appelles des gens qui savent Mm. faire. Voilà, c'est pareil. Ok. Make sense. Et en termes de performance aujourd'hui, bah, tu l'as dit toi-même, il y a de plus en plus de gens qui commandent sur mobile. C'est un critère qui devient de plus en plus important aujourd'hui ou pas? Là, j'ai un peu botté en touche parce que en gros, la performance du site, elle est pas mal en fonction de ton client. Même si toi, tu codes avec les pieds, t'arriveras toujours à avoir des temps de chargement décents, mais ton client, il arrive sur le panel de ton CMS, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'uploader son PSD. Il va dire, ouais, bon, mon image, elle est belle, je veux que les 4 gigas ils se chargent. Et en fait, c'est ça qui va enfin, surtout, moi, je suis un peu sinistré du débit, du coup, Ah ouais. je vois bien, mais Ok. c'est ça qui va, enfin, juste des trucs tout simples, genre passer dans le Google Page Speed, Mm. c'est tout simple à faire au niveau travail de webmaster, mais ça te fait gagner pas mal. Après, la perf, c'est pas forcément représentatif. Enfin, par exemple, le Google Page Speed, c'est bien, ça te donne des indications, mais tu prends un site Magento, je pense qu'il y en a 99% qui ont un score de 25 sur mobile, et tu peux dire, oh, Bon. mon prestataire, il a fait de la merde. Mm. Et du coup, t'arrives, tu coupes juste GTM, là, et t'enlèves ces 50 tags de pub, et tu dis, oh, je suis passé à 70. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et du coup, ouais, la perf, c'est un sujet très, très complexe, parce que j'ai pas mal de clients, bah, qui ont des problèmes de volumétrie, ça, qui ont beaucoup de produits ou beaucoup de commandes, et du coup, qui ont des perfs merdiques sur leur site. Mais en gros, quand tu leur dis, bah, c'est ton tag Criteo qui te fait perdre du temps de chargement, tu fais, ah ouais, mais Criteo, c'est ce qui fait vivre ma boîte. Du coup, tu peux pas dire, je vais te l'enlever. Ouais, bien sûr. C'est un sujet qui est vraiment délicat. Ouais, de toute façon, les performances dégradées, ça vient souvent des services tiers, en fait, hein. C'est 90% des cas, c'est ça, quoi. Tous ces scripts de JavaScript. Ouais, Ouais. en gros, c'est une fois que tu as enlevé les requêtes SQL dans des boucles, après, Mm. c'est toutes tes images ou tous tes tags qui permettent de faire vivre la Ouais. société, en fait. Question con, je connais pas bien Magento, mais Magento, il y a un système de resize au niveau des images, de réduction du poids, tout ça, automatique, ou c'est à l'utilisateur de faire attention Euh, à ça? T'as un truc, ça utilise le truc de base là, de JPEG, mais ça fait rien en fait, ça sert pas à grand Ok. chose. Après, un site e-commerce en général, t'as un CDN. Ouais. Moi, je travaille pas mal avec Flair. En gros, je leur dis, bah, tu mets les 20 $ par mois là du truc pro, et ça fait tout seul. Du coup, pour 20 € par mois, ça t'évite de passer 1 heure par jour à passer tes images dans des outils. D'accord. Ok. Ouais, tu demandes la taille de l'image et te la renvoie, quoi. Non, ça marche pas Non, c'est comme pas ça, ça? mais en fait, déjà, il fait du. Non, non, c'est un peu plus. Déjà, il le détecte automatiquement en JavaScript, en fait. Ah, ok. D'accord. En gros, tu mets ton image comme si tu étais stagiaire, tu mets ton image en Full HD. Ouais. Et en gros, Cloudflare, il va charger ton image en 2 fois. Il va d'abord te mettre l'image toute pixelisée, Mhm. dégueulasse. Ensuite, ta JavaScript, il va te dire, attends, l'image, elle prend telle place, et du coup, tu m'envoies ça, et Ah, ok. ça te renvoie D'accord. tout comme il Ouais, faut. ok. Ok. Et, Ça, et, c'est pa- vraiment le service qui te fait gagner de la tranquillité d'esprit, ça Hmm. fait gagner du et, temps. et passer sur des services type Cloudinary qui justement te resize à la volée des images, tout ça, t'as déjà testé ou pas du tout? Non, ça, j'ai pas touché encore. Ouais, après, si tu as une solution facile, rapide, qui convient. Mais ouais, enfin, moi, je me suis bien poussé sur les images et c'est vrai que sur le côté Cloudinary avec un système où après, tu as Imaginix aussi qui fait ça. Où en fait, bah, ça resize l'image. C'est-à-dire que même si le client il l'upload en Full HD, moi, je la demande en 600 par 400 et au moment où je l'appelle, en fait, elle est resizée à la volée et elle est stockée sur leur CDN, resizée comme moi je l'ai demandé. Ce qui fait que en termes de rapidité et de perf, c'est juste
super rapide en fait. En tout cas, ça vient supprimer le côté perf dû aux images. Au moins là, on optimise les images, quoi. Mm. Ouais, j'avais été approché par des commerciales là, de ce genre de solution, mais en fait, ça prend un temps fou à implémenter, il me semble. Juste quand tu fais un site responsive, t'as pas une image, t'en as des milliers, ça prend un temps fou, je trouve. Mm. T'as pas de limite, c'est ça qui est assez compliqué sur ce sujet. Ok, et puis ouais, donc dernier point important, ouais, c'est bah tu t'en as déjà pas mal parlé, mais c'est tout ce qui est liaison ERP, CRM et compagnie, quoi. Quand si ta boîte utilise déjà des CRM, faut anticiper ça, quoi. Ouais. Après, si t'es une boîte en création, faut surtout pas se préoccuper de ce sujet-là. Le premier problème, c'est de gagner de l'argent et ensuite Ouais, rajouter des merdouilles pour te compliquer la vie. c'est exactement ça. Ouais. Faut vraiment y prendre dans ce sens-là. Ok. Après, oui, toute façon, toutes les liaisons, c'est ce qui fait que les projets sont sympas. Ouais. Et Qu'on doit connecter 50 systèmes, c'est rigolo. ok. Tu vois d'autres choses importantes quand tu lances un e-commerce ou... Là, dans les points que tu avais mis, il y a encore le cross-platform. Hmm. Mais là, du coup, c'est pas. Si t'as déjà un site responsive, c'est déjà pas mal pour moi. T'as pas besoin Ouais. de t'amuser à relancer une app. En fait, après, c'est juste des questions de budget. C'est toujours le même choix. Faut arbitrer. Et du coup, juste pour rebondir là-dessus, tu penses que faire un e-commerce dans mon app, in-app, en fait, c'est plus intéressant ou aujourd'hui, tu as meilleur temps de faire ton site full web et PWA responsive et tout ça, et au moins t'as qu'une seule code base. Du coup, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de développer une app d'e-commerce native? Ça dépend à quoi elle sert. Si c'est pour faire comme le site web, non. Si tu proposes des services en plus, oui. Enfin, si ton app elle sert à rien, il y a personne qui va l'installer. Si ton app tu l'utilises juste pour envoyer des spams, là, des notifications push pour dire comme quoi faut aller sur le site, je pense que les gens vont pas l'utiliser. Mais là, vu comme c'est parti là sur le PWA, je pense que les apps natives vont disparaître à terme. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Après, oui, pour Candy Crush, non, ça a toujours existé, mais enfin, un site web maintenant, je vois très intérêt. Ok, tu veux dire que de toute façon, si tu Surtout sors une app en qui plus. fait pas plus que ton site web, ça sert à rien en fait. Autant faire une PWA et puis ça coûtera moins cher et puis voilà quoi. En gros. Quoi. Ouais, après, si t'as beaucoup d'argent, bah, tu développes 50 fois la même chose. C'est classique dans certains groupes, mais je vois pas trop l'intérêt derrière. C'est clair. Moi, je suis convaincu comme toi, ouais. Clair. Ok. Après, il y a un seul point là qu'on a loupé, je crois, c'est la connexion au service de livraison. Ah oui. Du coup, ça, dans tous les CMS, tu peux te connecter à la Poste, UPS, tout Hmm. ça. Et ça, le choix du transporteur, de toute façon, c'est un choix business. Et suivant ce que tu vends, tu vas pas du tout prendre les mêmes transporteurs. Tu as des questions de coût, de comment ils t'amènent ton colis. Si tu vends des chaussures, tu t'en fous que ton carton il arrive défoncé. Il y a peu de chances que ça soit cassé. Mais si tu vends des bouteilles de vin, vaut mieux avoir un service premium. Et Et oui. après, tu as des services assez sympas maintenant qui te permettent d'avoir du vrai tracking, plus du tracking à l'ancienne où tu reçois le numéro et tous les jours tu dois aller le vérifier. Ça peut t'envoyer des notifications. Là, tu as de plus en plus de solutions SaaS qui font que, je vais pas dire ça peut être un plaisir de recevoir un colis, mais c'est plus une galère. C'est quoi? C'est chez des transporteurs C'est ou toujours, c'est des trucs, des services à part des transporteurs qui se sont montés? c'est des services à part en fait. Ils scrapent les données. T'as un nom là ou... Puis du coup, ça commence par, genre, je crois que j'utilise ShippingBO, un truc comme ça. D'accord. Je mettrai Ouais, ouais, ouais. dans le Dans les commentaire liens, après. à la limite, on les mettra dans les liens, ouais. Donc c'est un service, tu fais une connexion, donc ton client commande, machin, choisit son transporteur, tout ça. Et après, ton service fait une connexion sur ce truc-là et va dire, enfin, je sais pas comment ça marche en fait. C'est... En gros, tu
t'envoies au service l'adresse email de ton client, c'est machin@gmail.com, son téléphone c'est 06 quelque chose, et du coup lui en fait à chaque fois que tu vas avoir une modification sur le suivi de la poste, il va t'envoyer une notification. D'accord. Ah oui, oui. Et du coup comme ça tu sais que ton livreur il a déposé l'avis de passage. C'est pratique. Ouais, c'est clair. Yes. Ok. Quelque chose à rajouter? Je crois qu'on est pas mal là, on a fait un beau tour déjà. Ouais. On a fait un beau tour du e-commerce en 2020 et avec, on va dire, les forces, les faiblesses de chaque solution. Oui. Moi, j'ai rien à rajouter. Bah, il y avait la question finale, mais on a déjà répondu en partie. C'était est-ce que l'avenir du e-commerce est au headless, en fait, au web app et au headless? Mais t'as déjà répondu à la question. Donc, ouais, c'est... En tout cas, c'est une mode. Après, est-ce que c'est l'avenir? Je sais pas, mais en tout cas, ça me plairait bien. Toi, ça te plairait, en tout cas. Ok. Non, mais c'est intéressant. Hein, Ouais. comme tu es un pur développeur, enfin, tu travailles vraiment dans le e-commerce, si toi, tu dis que le headless te plaît, que ça serait bien que ce soit l'avenir, bah, c'est à prendre, quoi. C'est intéressant. Et ok. Bah, écoute, je pense que ce podcast sur le e-commerce, on va pouvoir le faire peut-être tous les ans, parce que ça évolue quand même assez vite, le e-commerce. Donc, voir les plateformes l'année prochaine, ce qui a changé, ce qui a évolué, à mon avis, je pense qu'on pourra le faire tous les ans, celui-là. Et bah, limite, on Oui, te rappellera et on refera un point tous ensemble l'année prochaine. On verra si ça a pris, ouais. oui. Ok. Ça marche. Et bah écoutez, moi je vous propose qu'on en reste là pour cet épisode. Et si vous êtes restés jusqu'au bout, déjà on vous remercie grandement. Et on vous invite à mettre un petit pouce, une petite étoile, un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Et ça sera super, super sympa. Un grand merci Aurélien pour ta venue. Ouais, merci Aurélien. Merci, c'était cool. Bonne soirée. Salut. Un grand merci à tous et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.